En un temps incertain, un capitaine versatile, capable du meilleur comme du pire, à l'humeur aussi changeante que le vent, fit parler de lui par tout le pays. Son histoire courut sur les quais de Loire sans qu'on puisse jamais en établir la véracité. Tout avait commencé un jour de printemps. Le capitaine était d'humeur badine. Il remontait la rivière sous voile, poussé par un vent favorable. Son équipage ce jour-là n'avait pas à subir ces sautes d'humeur, ce qui, il faut l'avouer, n'était pas chose fréquente. Lorsqu'apparut au détour d'une boucle de la rivière une petite embarcation, un frêle esquif, qui tenait bien plus de la coquille de noix que d'un véritable bateau. Plus tard, on apprit qu'il s'agissait d'un coracle, perdu ici, on se demande encore comment. Le niveau d'eau était important, le capitaine, dans un bon jour, décida de prendre à son bord le bonhomme et son curieux petit Raffio, qui semblait pourtant fort bien tenir les flots. Un courant de sympathie naquit bien vite entre les deux hommes, d'autant plus qu'à un moment, le nouvel embarqué plongea subitement dans la rivière pour en remonter une amphore hermétiquement bouchée. Ce jour-là, sur le chaland, on but un excellent vin dont nul ne pouvait dire d'où il venait et depuis quand il bonifiait ainsi au fond de l'eau. Mais qu'importe, il était fort bon. Un nouveau membre faisait partie désormais de cet équipage. Le matelot trouvé sur l'eau fut immédiatement flanqué du sobriquet de Noé, sans qu'on sache qui il était vraiment et d'où il venait. Désormais, ce fut ainsi qu'on le désigna partout sur la Loire. Il fut vite adopté grâce à ses pitreries et sa connaissance sans pareille des secrets de la rivière. Bien vite cependant, sa popularité, à la fois sur le chaland, mais plus encore dans les tavernes et sur les quais, posa problème au capitaine, qui n'aimait guère qu'on lui fasse de l'ombre. Progressivement, Noé fut de plus en plus en butte aux griefs du patron. Quoi qu'il fasse, il recevait remontrances et propos peu amènes, d'un homme aussi imprévisible que renfrogné. Les autres marins ne comprenaient pas pourquoi Noé ne changeait pas d'embarquement, tant la vie à bord devenait un véritable calvaire pour lui. Toujours en butte aux réprimandes, il était systématiquement sollicité pour les manœuvres les plus risquées. Par exemple, il était le seul à devoir coincer le bâton de marine dans les arronsoirs, un exercice au cours duquel il n'était pas rare de perdre un doigt. C'est un jour de gros temps, de fortes eaux, tandis qu'à la remonte, notre chaland allait franchir un pont à la volée, une pratique encore plus risquée que toutes les autres manœuvres, que l'accident que tous pressentaient survint. Le capitaine n'avait eu de cesse de hurler après son souffre-douleur, exigeant bien plus de lui que des autres. Pauvre garçon exaspéré et à bout de nerfs se vit confier une manœuvre particulièrement délicate et fort étrange. Grimper dans la mâture pour descendre le guirouet en plein passage sous le pont. Personne n'avait compris cet ordre aussi absurde qu'inutile dans un tel moment, et par-dessus tout mettant grandement en danger la vie de ce matelot. Celui-ci, habitué aux caprices d'un capitaine impitoyable tout autant que dangereux, s'exécuta sans broncher. Ce qui devait arriver, ce que sans doute ce diable de mauvais homme espérait, arriva. Leur camarade tomba dans les flots tourmentés et fut emporté par un courant impétueux. Dans pareilles circonstances, en ce temps-là, la manœuvre primait sur la vie d'un homme. Le bateau devait franchir l'arche marinière et nulle autre occupation devait perturber l'équipage. En dépit des ordres, l'un des hommes se précipita à la poupe et jeta dans la Loire ce qui pouvait lui venir en aide.
un tonneau vide, une planche de rive, la cage dans laquelle avait été enfermé un cochon qui n'avait pas terminé le voyage. Tout cela dans l'espoir que Noé puisse se saisir de l'un de ces objets flottants pour échapper à la noyade. Malgré les protestations, le pont franchi, le capitaine poursuivit sa route comme si de rien n'était. Tout juste leur permit-il de prévenir les bateaux avalants qu'ils croisèrent du sort de leurs malheureux camarades. Pour ses collègues, il ne faisait aucun doute qu'ils n'avaient pas survécu, tant la rivière était en colère et l'endroit inhospitalier. Durant de longs mois, plus personne n'entendit quoi que ce soit à propos du disparu. Aucun corps n'avait été retrouvé en aval, ce qui n'était pas surprenant en cette période de hautes eaux. Puis, à l'étiage, plus surprenant, le mystère demeura. Tandis que personne n'avait entendu parler d'un bateau recueillant un éventuel naufragé. Pour tous, Noé avait rejoint la grande cohorte des nombreux disparus en Loire, et bien des mariniers de Loire l'avaient pleuré, à l'exception de ce maudit capitaine. C'est bien des mois plus tard, qu'un soir de grand brouillard, alors que le chaland était amarré sur le quai de Recouvrance, juste sous le pont où s'était déroulé un drame que personne n'avait oublié, que se passa une bien étrange aventure qui semblera improbable à qui garde les pieds sur terre. Comme souvent, l'équipage avait beaucoup trop bu. L'inactivité provoquée par les conditions météorologiques poussait les hommes à s'activer dans les tavernes nombreuses en cette cité. Le souvenir du drame passé jouait encore sur l'humeur de ceux qui revenaient pour la première fois sur les lieux du drame. Ceci explique cela sans naturellement le justifier ou l'excuser. Tous buvaient bien plus que de raison, le capitaine n'échappant pas aux excès bachiques. Un calfa qui traînait encore sur le Pirée fut le premier témoin d'une incroyable apparition. Du coracle, cette coque de noix en osier sur laquelle autrefois naviguait le défunt, un individu vêtu de blanc dans des vêtements amples et vagues naviguait à proximité du chaland. L'homme, dans un état de sidération que vous devinez aisément, crut reconnaître le disparu. Aussitôt, il vint avertir l'équipage, qui, à la description de l'apparition, dégrisa soudainement. L'équipage, accompagné d'une grande partie de la compagnie de l'endroit, se précipita sur le quai. Là, chacun put ou crut apercevoir un revenant surgi de la purée de pois et tournant autour du grand bateau. De la Loire, toujours couverte de brouillard, un murmure s'éleva de ce que tous prirent pour un revenant. Était-ce le bruit du vent? Les échos lointains de la ville, le chant des mouettes? Toujours est-il que beaucoup pensèrent identifier un message intelligible. C'est le capitaine du chaland qui était mandé parce qu'il ne pouvait être qu'un spectre. Après s'être concerté, la troupe s'empressa de regagner le débit de boisson pour aller chercher celui qui était convoqué par un fantôme. Le capitaine, fort occupé en compagnie de quelques chopines, devant l'insistance de cette troupe aux propos incohérents, se douta qu'il se passait quelque chose d'anormal sur son bateau. Il se leva et dans un silence de mort quitta l'établissement, tandis que nul n'osa le suivre. Ce qui se passa sur le bateau, personne ne le sut jamais. Bien des gens ont essayé de reconstituer la scène d'après ouï-dire et propos de taverne. Quant à ce pauvre Noé, jamais on ne le revit, ce qui entretint les supputations et les croyances.
L'histoire n'eut de cesse de se répéter de port en port, comme si les matelots entendaient ainsi convaincre les capitaines d'user d'un comportement acceptable à leur égard. Une menace pesait sur les têtes de ceux qui se conduisaient mal durant la manœuvre. Au méchant capitaine de ces faits troublants, il abandonna le métier sans la moindre explication. Il avait changé d'apparence, l'espace de cette nuit qui le vit se rendre sur son chaland, dans une véritable purée de pois. Le brouillard avait dû se fixer à jamais sur sa chevelure, qui dès le lendemain était devenue toute blanche. Le mauvais marin, qui parlait si mal à ses matelots, abandonna son bateau et le métier pour aller garder des chèvres en Berry le plus loin possible du quai de recouvrance et de la loi. Les esprits retors affirmèrent que lorsque ce personnage de sinistre mémoire tirait le lait de ses chèvres, par un étrange phénomène, il caillait dans l'instant sans avoir besoin de présure. Son fromage n'était pas mauvais, même s'il vous revenait souvent en bouche une curieuse impression. Je ne sais s'il faut accorder foi à cette rumeur, et encore moins à cette histoire. Il est des nuits sur la Loire où le brouillard est si épais qu'il est permis d'imaginer bien des choses, pour peu qu'on se laisse influencer par le mystère des lieux.